Vous assistez à la conférence 10B, les nouveaux enjeux du métier de référent RSE, de poste support à fonction stratégique. Cette session fait partie d'un parcours en 2 temps. Vous le savez, aujourd'hui, pour cette 2e journée du World Forum, on s'attache à parler de la transformation des métiers. Et donc là, on vous propose un parcours métier en 2 temps. Donc elle sera suivie d'une session complémentaire, toujours sur les nouveaux enjeux du poste de responsable RSE, mais là plus sur le volet mobilisation et coopération. Je m'appelle Camille Muller, je suis chef de projet RSE chez Réseau Alliance. Pendant cet atelier, on va pouvoir donc parler de la fonction de responsable RSE et aussi et surtout de sa place au sein de l'entreprise. On l'a vu au cours des dernières années, la RSE a beaucoup évolué, a vu sa place changer, a vu la reconnaissance qu'on lui apporte aussi se transformer. Avant, la RSE, elle était plutôt considérée comme des missions supplémentaires qui pouvaient être attribuées à un référent qualité, santé, environnement, par exemple, ou des missions complémentaires attribuées à une direction de la communication ou du marketing en fonction des entreprises. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus incarné dans un poste à part entière, même au sein des plus petites structures. Et dans les plus grandes entreprises, on a même des directions de 2, 3, 4, 8 personnes qui œuvrent chaque jour à la mise en place de la démarche RSE de l'entreprise. Ces évolutions, elles ont aussi fait glisser la place de la RSE dans l'organigramme et on voit peu à peu la fonction de responsable RSE passer de fonction support à poste véritablement stratégique. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous proposer 4 témoignages de 4 référents RSE engagés qui font partie d'entreprises de taille plutôt importante, mais avec des organisations, des histoires, des parcours différents. Et l'objectif, il est double. C'est à la fois de vous proposer des sources d'inspiration, mais aussi des pistes d'action concrètes grâce à des retours d'expérience de terrain et de vécu du quotidien pour vous montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs pistes d'action, plusieurs moyens d'agir au quotidien dans son entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions via le chat en ligne. On y répondra au fur et à mesure de la session. Et donc pour cette première conférence de la journée, je suis ravie d'être entourée de 4 témoins, 2 que vous voyez ici. Bénédicte Goulon, qui est responsable RSE chez Flunch. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Joséphine Biernacki, qui est responsable RSE chez Damartex. Bonjour à tous. Et à distance, nous avons Fabienne Morgot, qui est directrice RSE et directrice de la Fondation de Maisons du Monde. Bonjour tout le monde. Parfait. Et Lionel Fournier, qui est, alors là c'est un plus long poste, directeur région Atlantique et membre du comité de direction générale chez Harmonie Mutuelle. Bonjour Lionel. Ah, on a un petit flou. Vous nous entendez, Lionel ? Voilà, il faut que j'ouvre mon micro. Bonjour. Ah bon, voilà. Bonjour. C'est de votre faute, ça va. Merci à tous les 4 d'être ici avec nous ce matin. Merci pour votre temps et pour d'avoir répondu présent pour assister à cette conférence du World Forum et partager avec nous vos expériences dans vos entreprises. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors du coup, je ne sais pas si... Est-ce que, du coup, il y a quand même les intervenants ? Yes. Super. Alors, on a préparé cet atelier en 3 grandes parties, uniquement pour avoir une petite structure de départ. Mais l'idée, c'est vraiment de mieux vous connaître, mieux connaître vos entreprises et mieux connaître la place que la RSE occupe au sein de vos structures. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà, chacun à votre tour, présenter votre entreprise ? Quelle est l'histoire de la démarche RSE de votre entreprise dans les grandes lignes ? Peut-être, Joséphine, vas-y.
Oui, donc le groupe d'Amartex, c'est un groupe qui est européen, donc qui est implanté en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre, qui est organisé autour de 3 pôles d'activité. Un pôle qu'on appelle fashion, textile, un pôle qu'on appelle home and lifestyle, donc du petit équipement de la maison, et un pôle qu'on appelle healthcare, la santé et le bien vieillir à domicile, puisque le lien de toutes les filiales du groupe, c'est d'avoir une cible commune qui est la cible des 55 ans et plus. On est donc sur ce qu'on appelle la silver economy. La RSE, je dirais qu'on en fait depuis toujours. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise, peut-être même sans s'en rendre compte. En tout cas, on est partenaire du World Forum depuis le début, donc depuis 14 ans. Mais il y a 6-7 ans, avec le réseau Alliance, en discutant, on s'est posé et on a réfléchi à comment structurer un petit peu autour notamment de la marque Damar, qui est la marque phare du groupe. Et il est très vite apparu que finalement le cœur de métier de cette marque, c'était de concevoir, fabriquer, acheter et distribuer des produits textiles pour une cible senior et des produits de qualité. Et certes, offrir des produits de qualité à notre cliente était très important, mais le faire de manière éthique et responsable était encore plus important. Et c'est comme ça qu'on a entamé la démarche il y a 5-6 ans autour des achats responsables. Et ensuite, on aime bien prendre une image en interne qui est l'image de l'effet boule de neige et donc de cette politique des achats responsables qu'on a implantée sur la marque Damar. On est allé la déployer sur l'ensemble des marques du groupe. Ensuite, on s'est dit, il faut aller. Voilà, on a une partie sociale, éthique. On a plus réfléchi sur la partie sociétale et sur notre cible, sur notre raison d'être en tant que groupe, qui est en fait d'être aux côtés du senior. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et donc, on a voulu travailler sur l'inclusion des seniors. Et c'est comme ça qu'on a donc créé la fondation On Senior Side que je dirige et qui a pour mission de changer le regard de la société sur les seniors et d'agir pour leur bien-être. Et donc ça, c'est la fondation du groupe. Et puis après, dans la réflexion, il manquait un volet très important, d'autant plus que je vous disais qu'on avait un pôle textile qui est encore le pôle majoritaire aujourd'hui dans le groupe. Et depuis quelques années, ce secteur est épinglé comme étant la deuxième industrie la plus polluante. Et donc, on a ajouté un bloc environnemental. Et c'est comme ça que s'est construit notre stratégie RSE avec nos 3 piliers. On a commencé par l'éthique, ensuite par la solidarité et par l'environnement et la planète. Merci Joséphine. Bénédicte, chez Flunch, comment ça se passe ? Alors chez Flunch, juste pour présenter rapidement Flunch, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette enseigne qui a presque 50 ans, elle les fêtera l'année prochaine, qui est une structure, une entreprise leader de la restauration en libre service, qui a été créée dans le Nord par Gérard Mullier et qui fait partie de la communauté des enseignes Agap. Alors pour dire comment on a construit notre stratégie RSE. Forcément, quand on sert plus de 50 millions de clients par an, quasiment 12 millions de repas à des enfants, on est forcément dans une logique de responsabilité environnementale et autour de l'alimentation. Et donc, c'est quelque part, comme le disait Joséphine, quelque chose qu'on avait dans nos gènes, qu'on a dans notre ADN, de proposer des repas sains, équilibrés, au juste prix, puisque la philosophie de Gérard Mullier, quand il a créé Flunch, c'était de pouvoir proposer pour 1 heure de SMIC un repas chaud, ce qui est toujours le cas, ce qui est un petit peu plus compliqué puisque les denrées augmentent, mais en tout cas, c'est toujours ce qui anime l'enseigne. Donc, on faisait de la RSE sans le savoir quelque part, et ça fait partie effectivement de notre ADN. Donc, la philosophie et la mise en place de la RSE en tant que telle, elle est toute récente chez Flunch puisque ça fait 3 ans
que ça a été mis en place. Alors non pas par, comme tu le disais en préambule, quelqu'un qui a été missionné en plus en qualité ou autre sur le sujet, mais vraiment quelqu'un qui a pris le sujet, qui n'était pas moi, il y a 3 ans, qui l'a fait pendant 1 année, qui a débroussaillé un peu le sujet, parce qu'on faisait... Tout le monde faisait un petit peu de ces petits pas de colibri, comme je le dis toujours, et on continue. Donc c'était d'un petit peu de centraliser, de voir ce qui était fait. Puisque aujourd'hui, il faut dire ce que l'on fait et le partager surtout en interne, parce qu'en fait, la RSE, c'est quand on est dans le système, dans la logique RSE, voilà, on maîtrise son sujet, on sait ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi. Les collaborateurs un peu moins. Donc en fait l'acculturation sur ce sujet il est plutôt fort chez nous et en tout cas c'est ce sur quoi on travaille depuis 3 ans. Donc en tout cas la première année a été de sourcer et de voir un petit peu qui faisait quoi et à son niveau, de voir aussi les ambitions qu'avait la direction, la gouvernance, puisque ça c'est, je pense qu'on en reparlera, mais c'est essentiel dans une stratégie, une politique RSE. Donc c'est pas à dire que ça a été mis en place il y a 3 ans et qu'on s'est réveillé en se disant tiens on va mettre ça en place, mais on s'est à l'époque dit c'est un sujet majeur sur lequel il va falloir qu'on travaille toutes nos actions et donc on ait des piliers et un socle très solide sur lequel on va vraiment travailler notre trajectoire. Voilà. Et donc moi j'ai pris en charge le sujet il y a 2 ans au départ de cette personne, Hélène Labiche, qui avait fait un gros travail voilà, de partage, de centralisation et alors on reviendra pourquoi j'ai pris ce poste à un moment, enfin 2 ans après, mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Il y a des structures, alors Damar, Joséphine le disait, ça fait des années que vous êtes sur le sujet, ou en tout cas que vous mettez et que vous réfléchissez à différents niveaux, à différents échelons. Nous, on a pris tout en bloc et on a démarré voilà, toute la partie environnement, toute la partie sociale et sociétale en même temps. Donc ça fait beaucoup d'actions, beaucoup de choses. On le verra aussi, tu disais, il y a des structures qui sont à 7, 8. Là, chez Flunch, je suis toute seule. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser et qu'il faut beaucoup partager les idées, les envies, et ça se joue beaucoup à la motivation. Ça, c'est essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut bouger. Le nom aujourd'hui du World Forum, c'est bien qu'il faut... c'est la dernière chance que l'on a, donc tout le monde en a conscience, tout le monde voit bien que le monde va mal. Donc c'est plus facile, je dirais aujourd'hui, je pense, de mettre une stratégie RSE en place que peut-être il y a 10 ou 15 ans, où il fallait être un peu plus moteur. Même s'il faut l'être encore. Mais en tout cas, depuis 2 ans, moi, je travaille sur ce sujet passionnant. Oui, j'ai tout pris de front parce que je pense que l'urgence est sur tous les sujets. Et donc, il a fallu coordonner et organiser cette stratégie. Mais on va revenir, je pense, juste après. Merci Bénédicte. Fabienne, chez Maison du Monde, la stratégie RSE, elle est un peu plus ancienne déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça, nous présenter Maison du Monde pour ceux qui ne connaissent pas et puis nous dire comment ça se déploie la RSE dans l'entreprise ? Oui, merci. Alors, Maison du Monde, c'est une entreprise de distribution de mobilier et de décoration qui existe depuis 1996, qui est un réseau de points de vente maintenant dans toute l'Europe. Je suis arrivée, moi, en 2010, à l'initiative du fondateur pour créer le poste de développement durable et le service. Donc, c'était une volonté du dirigeant avec une priorité qui était de travailler sur le sourcing et de lutter contre la déforestation. C'était le point de départ. Donc, j'étais intégrée au niveau des achats. En fait, on a tiré les enjeux au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. D'abord, en discutant avec les ONG, c'est un axe fort, ça reste un axe fort de notre stratégie, vraiment dans le dialogue parties prenantes et de confronter une vision de nos enjeux à ceux des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les ONG, les fournisseurs.
Et donc, de premières actions sur le sourcing, on a enclenché d'autres actions comme le bilan carbone, comme l'éco-conception, et puis une première stratégie RSE en 2014 qui s'appelle Engageons-nous et qui est structurée en 4 piliers. Acheter en partenaire, où on va vraiment travailler sur les achats, le sourcing, le partenariat avec les fournisseurs, y compris dans les conditions sociales. Concevoir en visionnaire, où on va traiter les sujets d'éco-conception et de seconde vie des produits, de réemploi. Commercer en citoyen, on va traiter toute la stratégie carbone. On a l'année dernière déposé un plan moins de degrés Science-Based Target, un plan très ambitieux de réduction des émissions carbone. On a également des référents RSE sur les points de vente que l'on anime. Et puis le dernier pilier, c'est s'engager en passionné. Et là, on va retrouver à la fois tout ce qui est politique RH, école de formation, montée en compétences, accompagnement des équipes, mais également donner du sens en favorisant l'engagement des collaborateurs par des actions de solidarité, puis également la fondation que je dirige depuis 2015, qu'on a fait émerger pour structurer une politique de mécénat ambitieuse. Comme Joséphine l'expliquait, il y a une vraie cohérence entre la fondation et l'entreprise. Nous, on a fait un choix de vraiment travailler sur les matières premières et en particulier le bois, de lutter contre la déforestation. Ça a été le point de départ, et après avoir sécurisé un certain nombre de filières et labellisé un certain nombre de produits, on a créé une fondation pour compléter par l'intérêt général en finançant des projets pour lutter contre la déforestation, et ça représente 25 projets dans 12 pays. Voilà, on est sous égide actuellement de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et on embarque les collaborateurs dans cette démarche. Donc ma fonction, en fait, elle a évolué ces 11 dernières années, parce que ça fait 11 ans que je suis chez Maisons du Monde. J'ai commencé toute seule au sein des achats, après des études au fur et à mesure, comme une pelote de laine. On vient détricoter et aller par entonnoir du plus urgent, du plus significatif. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est assez tentaculaire, c'est assez stratégique. Moi, je suis rattachée à la direction générale. Ça a toujours été le cas. J'étais rattachée au fondateur. Puis, quand il est parti au directeur général, c'est une femme qui dirige l'entreprise et qui est vraiment convaincue des enjeux RSE, qui donne une grosse impulsion. Preuve en est, on a mis des objectifs RSE à l'ensemble du COPEX pour leur rémunération. Voilà, on anime un comité RSE aussi auprès du COMEX. Moi, j'interviens également auprès du board du conseil d'administration. Et puis, j'ai une équipe qui a grandi également, sachant que j'ai une équipe fondation et une équipe RSE, c'est à peu près 6 personnes. Voilà. Ok, merci beaucoup Fabienne. Lionel, comment ça se passe chez Harmonie Mutuelle? Bon, quelques mots d'abord sur Harmonie Mutuelle pour vous présenter. Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle qui regroupe aujourd'hui 4 000 de Français. Françaises qui viennent soit par des contrats individuels, des particuliers, soit par des entreprises. Nous avons 35 000 entreprises qui nous ont confié la protection santé de leurs salariés. Le métier de l'Harmonie Mutuelle, c'est donc de protéger et d'aider nos adhérents à faire face aux conséquences d'un problème de santé, conséquences financières d'abord, avec la partie assurance, mais aussi les autres conséquences par de l'accompagnement, du service, de l'assistance, par exemple, l'accès aux soins. Et c'est pour ça qu'Harmonie Mutuelle a souhaité créer le groupe Vive, qui est un groupe qui nous permet d'apporter des réponses communes avec d'autres mutuelles que sont la MGEN, les territoriaux, etc. Au sein du groupe Vive, c'est 10 millions de Français qui, là, sont protégés. La RSE, c'est a priori, on a favorable pour s'engager, qui sont liés à notre identité même d'une mutuelle. Enfin, en effet, une mutuelle est d'abord un organisme à but non lucratif, hein, c'est-à-dire que normalement, nous avons toute facilité, j'allais dire, à faire en sorte que l'ensemble de nos moyens financiers soient tournés vers notre mission en direction de nos adhérents, puisqu'il n'y a pas de propriétaire de capital à rémunérer. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, notre gouvernance très particulière associe nos adhérents, c'est-à-dire nos clients, puisque chaque adhérent de l'Harmonie Mutuelle est à la fois protégé, mais en même temps électeur.
il a la possibilité d'être électeur, de se présenter et de gravir les différentes instances faire partie des différentes instances de la mutuelle, l'Assemblée générale, le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, qui est vraiment, avec le comité de direction générale, qui fixe les grandes lignes de la mutuelle et qui fixe la stratégie de la mutuelle, est constitué de représentants de nos adhérents. Donc, nos clients sont non seulement des parties prenantes, mais j'allais dire même des parties constituantes de l'entreprise. Ce qui, là aussi, doit nous permettre d'avoir ce qu'on fait et l'intérêt de nos clients, le service qu'on délivre. Maintenant, comme le dit Régis Debray, le cadre n'est pas le tableau. Hein, c'est pas parce qu'on a ces conditions favorables, on peut faire aussi très bien ces conditions-là, nous on les a, c'est pas parce qu'on a ces conditions favorables que pour autant on fait tout bien et on est exemplaire. Pour autant, on a agi. Depuis la création de l'Harmonie Mutuelle en 2013, qui était même le fruit d'une fusion entre différentes mutuelles, on a une mission RSE constituée d'une équipe de 4 personnes qui a travaillé sur différents domaines et qui nous a permis, par exemple, d'avoir une reconnaissance via le label engagé RSE au niveau confirmé donc de l'AFNOR, ISO 26000, ISO 14001. Nous avons également la reconnaissance, j'allais dire aussi, par notre indicateur égalité femmes-hommes, 12/100, ce qui est déjà un bon niveau. On n'est pas encore au bout, mais voilà. Donc je pourrais vous citer différents éléments qui montrent, je pourrais vous parler aussi du taux d'emploi pour les personnes handicapées, dans lequel nous dépassons les 7%. On peut encore faire mieux, mais largement au-dessus de ce qui était fixé en termes de normes légales. Voilà, on pourrait aussi parler des actions qu'on mène en particulier en direction de la jeunesse, avec une fondation dédiée au projet des jeunes et sur la mobilisation qu'a eu Harmonie Mutuelle sur l'accès aux soins, en particulier aux soins et l'accès à la complémentaire santé des plus défavorisés. On a des choses très concrètes avec des impacts positifs très clairs sur ce domaine-là, particulier sur la promotion de la complémentaire santé solidaire. Ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait des choses, mais on considère qu'on fait pas ça. On veut aller plus loin. On veut aller plus loin, en particulier en faisant de la question RSE, mais plus spécifiquement de la question environnementale, qui est évidemment liée avec le social, une question au cœur de notre métier. En effet, l'environnement pour nous, il ne s'agit pas de sauver la planète. Je crois malheureusement que la planète a vécu très très longtemps sans l'espèce humaine et que si jamais l'espèce humaine, parce qu'elle faisait un peu n'importe quoi, disparaissait, elle continuerait à vivre. Donc l'enjeu, il n'est pas de sauver la planète, il est de sauver la vie, la santé, la qualité de vie des gens qui sont sur qui habitent sur cette planète, c'est-à-dire notre santé. Et donc on veut agir et faire de cette question environnementale une question qui agit et qui est au cœur du métier. Et parallèlement, nous avons fait voter à notre Assemblée générale de juin la volonté ferme qu'Harmonie Mutuelle devienne une entreprise à mission en juin de l'année prochaine. Donc vous voyez ces deux éléments entre l'idée qu'il faut vraiment qu'on mette l'environnement comme déterminant de santé au cœur de notre activité, au cœur de notre stratégie, parce qu'on ne va pas pouvoir plus longtemps continuer à ne traiter que les effets. Il faut aussi qu'on intervienne en amont, donc il faut qu'on soit capable de le faire avec nos adhérents. Et deuxièmement, l'idée qu'on devienne une entreprise à mission. Nous pouvons construire aujourd'hui une nouvelle étape en matière de RSE. Merci Lionel. Chez Harmonie Mutuelle, quelle place la RSE a dans l'organigramme de façon officielle Alors aujourd'hui, c'est en cours, on est en train de travailler sur le sujet, donc ça va bouger. Aujourd'hui, la RSE est dans le cadre d'une mission avec une équipe de 4 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, et attachée à un membre du comité de direction générale, qui avait, et c'est la direction société et solidarité, qui a la fondation, qui a toute notre partie action sociale, donc différents domaines, plutôt tournés avec un impact social. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est probablement, on va avoir la question environnementale et plus largement de la RSE, qui est en elle-même représentée au sein du comité de direction générale. Voilà. Et pas forcément rattachée avec d'autres acteurs.
D'accord, merci beaucoup. Chez vous, Bénédicte et Joséphine, comment elle se place la RSE dans l'organigramme? On a vu que du côté de Fabienne, elle était directement en lien avec le directeur général. Comment c'est dans vos entreprises? Alors chez nous c'est pareil, donc je suis rattachée au CIO qui est fortement impliqué pour écrire la feuille de route, écrire la stratégie RSE. Et en fait, j'ai maillé un petit peu l'ensemble des filiales avec des copiles. Donc en fait, au sein de chaque filiale, j'ai un copil représenté par un sponsor et un leader par pilier, donc pilier solidarité, éthique et planète. Et en fait, je reporte aussi au comité RSE qui est le COMEX. D'accord. Et chez Flunch? Alors chez Flunch, moi je suis rattachée à la direction des achats, ce qui au départ n'était pas forcément l'évidence. L'évidence, c'était que le patron des achats est très sensible au sujet RSE, donc c'était plutôt logique. Et pour y être depuis 2 ans, c'est d'une grande logique, puisque je dirais pas que tout part de là, mais une grosse partie de nos actions et de la stratégie part de là, forcément. Le sourcing, les achats responsables, l'éthique, les mises en place sur les circuits courts, enfin voilà. Donc je travaille donc avec et dans l'équipe achat, supply. Et je suis également aussi très transverse. Alors ça vient aussi de mon ancienneté chez Flunch, puisque j'y suis depuis 16 ans. Donc je connais un petit peu comment ça marche et un peu tout le monde. Et l'avantage, c'est que du coup, je grenouille un petit peu chez chacun. Et j'essaye de diluer les bonnes paroles qu'il faut au bon moment pour que chacun puisse se dire, tiens, là, effectivement, il y a peut-être telle opération, telle action ou tel choix qu'on pourrait faire plutôt dans cet axe-là pour mailler l'ensemble. Et du coup, donc j'interviens régulièrement sur des CODIR et je suis aussi pas mal en lien avec les membres du CODIR pour justement bien partager la stratégie, ce qui est essentiel, et forcément en lien avec le DG. Fabienne, une question relative du coup à votre ancienneté dans le poste. Est-ce que vous avez vu, vous, des évolutions de votre fonction et est-ce que vous avez pu percevoir un changement de votre niveau d'influence, entre guillemets, au sein de l'entreprise, de prise d'ampleur de la RSE, une meilleure compréhension de la part des collaborateurs, par exemple? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années? Oui, la réponse est oui, c'est plus facile. Je pense qu'on est passé par différents stades de maturité, tout ça accompagné par des tendances sociétales qui évoluent fortement. Quand je suis arrivée en 2010, honnêtement, j'étais un peu toute seule, c'est-à-dire le développement durable, c'était Fabienne. Donc on comptait beaucoup sur moi, c'était très satellitaire, c'était vraiment porté et incarné par Xavier Marteau, le fondateur. Donc il impulsait ça, mais il intervenait à chaque réunion, chaque prise de parole était vraiment poussée. Mais à côté de ça, j'étais seule et je devais vraiment convaincre les métiers. Il y a eu donc trois étapes majeures. La première, ça a été la stratégie RSE en 2014, où du coup, on a commencé à bien impliquer chaque direction, chaque unité. Voilà, et surtout le contrat en fait, en 2016, quand on est devenu entreprise cotée, nous étions du coup soumis au reporting extra-financier donc réglementé. Et donc ça nous a obligés à sortir des KPI donc obligatoires, puisque c'est annexé aux documents de référence, donc aux documents financiers, et que le document de référence est validé que s'il y a cette partie extra-financière. Donc du coup, les métiers étaient obligés de fournir leurs KPI et d'écrire également une partie quali, certes coordonnée par la RSE, mais avec du coup du mouvement chez tout le monde. On a ensuite coordonné des feuilles de route, donc objectivé des feuilles de route, un premier plan 2016-2020, donc le reporting nous y a aidé. Et ensuite, on a animé chaque métier pour pouvoir faire en sorte qu'il livre les objectifs tels que c'était défini. Donc ça, c'est en termes d'histoire stratégique. Et maintenant, il y a également la volonté
directeur général. Depuis presque 3 ans, c'est Julie Valbaum qui dirige l'entreprise et qui a une vraie sensibilité RSE et qui, du coup, elle également anime son COMEX. Donc, en fait, c'était pas tant dans les équipes, dans les collaborateurs qu'il fallait sensibiliser. Enfin, les gens ont vraiment envie de s'impliquer. C'était plus comment je fais, moi, dans mon métier, pour intégrer les enjeux RSE. Enfin, c'est bien d'avoir conscience des enjeux. Maintenant, c'est quoi le mode d'emploi? Donc, en fait, on est passé par ces phases-là. Et puis, depuis 2 ans, moi, je sens une vraie accélération que je date à peu près du départ de Nicolas Hulot en tant que ministre. Vraiment, c'est comme si ça avait provoqué une onde de choc chez tout le monde. On a des postes, des jeunes qui arrivent, qui veulent s'engager, qui veulent porter les enjeux RSE dans leur métier. On a des candidatures en interne de l'ordre vraiment une fois par semaine actuellement de gens qui veulent changer de poste pour intégrer la cellule RSE. Alors la cellule RSE a vocation à rester petite et stratégique pour coordonner et bien que les enjeux soient portés dans les métiers avec des fonctions support et par exemple des marketeurs qui intègrent la RSE, des gens dans la maintenance qui intègrent les enjeux RSE. Enfin, c'est vraiment ça l'avenir, c'est pas d'avoir une grosse cellule RSE. Donc on voit cette accélération et du coup cette quête de sens accrue, donc qui oblige l'entreprise à être extrêmement cohérente. Et j'insiste sur ce sujet de cohérence parce que en fait, une stratégie RSE peut être portée par la direction générale, peut être portée par le management et descendre dans une belle stratégie si elle n'est pas incarnée sur le réseau, si les collaborateurs sur chaque point de compte, dans chaque business unit ne ressentent pas qu'il y a une vraie cohérence qui peut s'adresser à son manager, que son manager est au courant des enjeux et que lui-même peut contribuer sur le terrain par des actions X ou Y, on va perdre le sens et l'adhésion des équipes. Et c'est d'autant plus probant que aujourd'hui, chaque décision de l'entreprise est, entre guillemets, remise en cause par les collaborateurs. Par exemple, cette année, notre grand projet, c'est qu'on déploie une marketplace. Alors, un marketplace avec des critères RSE sur la sélection des vendeurs qui sont référencés. Ça a amené beaucoup de questions de la part des collaborateurs. C'est avec tous les progrès qu'on a fait sur l'offre responsable, est-ce qu'on peut maintenir ce niveau d'exigence en faisant rentrer des vendeurs qui, du coup, ne sont pas de la production maison du monde. Voilà, ils sont allés interpeller directement la direction générale sur ce choix structurant de développement. Voilà, donc ça, c'est vraiment croissant et ça oblige vraiment à une rigueur, une ligne de conduite et une cohérence. Et nous, on vient de retravailler la stratégie RSE pour inclure, en fait, la stratégie, elle est toujours autour de 2 socles. Droit d'opérer, c'est-à-dire vraiment votre contrat de base sur ce qui est non négociable, c'est plutôt du réglementaire, de la maîtrise des risques, là où vous avez un risque réputationnel, et puis de l'autre, un socle préférence de marque, comment vous embarquez vos parties prenantes pour créer de la valeur. Et on vient de rajouter un socle qui s'appelle crédibilité, c'est-à-dire tous les irritants qui ne sont pas une notion de risque, mais qui viennent porter préjudice à la démarche RSE s'ils ne sont pas incarnés correctement. Merci beaucoup, Fabienne. Bon, là, on vous connaît un peu mieux tous les 4. On connaît un petit peu mieux la façon dont la démarche RSE se déploie dans vos entreprises respectives. J'ai une petite question sur le chat. Voilà, c'est pour avis. Parfois, la RSE peut être attachée à la direction RH. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Ce n'est pas le cas dans vos entreprises, mais... Est-ce que vous pensez que oui. Voilà, la direction à laquelle la RSE est rattachée a beaucoup d'influence sur la mise en œuvre de la démarche? Je pense que... Vous m'entendez hein? Fabienne, allez-y. Pardon. En fait, ça dépend de la culture, de l'ADN et de l'histoire de l'entreprise. Moi, j'ai effectivement des collègues, des pairs qui sont rattachés au RH. C'est un cas où l'entreprise a une vocation vraiment plus sociale. Quand on vend des produits et des services, on a des enjeux qui sont plus forts. Mais je sais, chez Carglass, par exemple, j'ai côtoyé pas mal dans le cadre du club Génération Responsable, la fonction RSE était rattachée au RH et elle portait vraiment les enjeux de l'engagement de collaborateurs, de tout ce qui est formation, turnover, etc. Ce qui est évidemment qui fait partie de la stratégie RSE, mais qui vient donner une connotation beaucoup plus
porte sur les enjeux sociaux. Pour moi, aujourd'hui, le poste, il est tellement transverse, il touche tellement des fonctions stratégiques que je viens d'expliquer sur des choix, des arbitrages économiques, etc., qu'il ne peut être que hyper transverse, c'est-à-dire indépendant et rattaché à la direction générale. Merci Fabienne. Joséphine, tu voulais réagir? Non, mais voilà, j'allais dire exactement la même chose. Effectivement, je pense que la RSE, elle doit donc être rattachée à la direction générale. Hein. Ça montre l'importance et l'intérêt qu'une entreprise lui octroie. Maintenant, je rejoins tout à fait Fabienne, c'est ce que j'allais dire et c'est ce que disait Bénédicte tout à l'heure. Moi aussi, j'ai commencé en étant rattachée à la direction de l'offre, donc direction des achats, parce qu'on a commencé par mettre en place notre politique des achats responsables parce que on considérait que c'était l'enjeu majeur par rapport à notre cœur de métier et c'est quand la RSE et tous les sujets RSE ont été intégrés, quand ça a évolué, que ça a été rattaché à la direction générale. Je pense que c'est extrêmement important de commencer effectivement par son cœur de métier, par son enjeu prioritaire et ensuite d'évoluer en faisant ce que je disais tout à l'heure, grossir la boule de neige. Oui, je pense que ça peut être mouvant, en fait, en fonction du sujet et aussi de l'activité de l'entreprise et donc des enjeux majeurs et prioritaires. C'est ce que disait Fabienne, mais c'est vrai que ça peut bouger un peu. Là, c'est vrai que nous, on a des sujets très RH, donc... Bon, au-delà de tout ça, en plus, moi, j'ai pris la casquette comme interne enfin voilà, donc ce qui va aussi dans la logique, puisque quand on fait ce sujet, il faut le partager, il faut le communiquer. Donc voilà, il y a des espèces d'évidences à un moment qui se font. Et la com interne, c'est aussi du RH. Donc quelque part, enfin voilà, il y a pas mal de choses. On a 5500 collaborateurs. Enfin, Damar, j'imagine qu'il y a énormément de collaborateurs aussi, mais pour le coup, ça peut être aussi un vrai sujet RH. Donc je pense que ça doit porter aussi un besoin, même si aujourd'hui, je pense que comme on se le dit, c'est très transverse. Donc la DG reste le sujet majeur. Ce que je voulais dire, c'est que peu importe ce qu'il faut, c'est ce que disait tout à l'heure Fabienne, c'est qu'il y a une cohérence. Et si effectivement c'est un sujet rattaché à une direction des ressources humaines, parce qu'on en fait un enjeu de marque employeur, mais que par ailleurs l'activité de l'entreprise connaît en matière de RSE de grosses difficultés ou des choses qui sont quand même sur l'approvisionnement et autres qui sont pas très favorables. Et si cette direction RSE n'a pas la possibilité d'influer là-dessus, au bout d'un moment, on est en décalage. Donc, il y a toujours un risque, effectivement, à ce que la direction des ressources, enfin, la direction de RSE, la mission RSE, soit encapsulée dans une verticale de l'entreprise. Après, voilà, ça peut être qu'une étape. Ça dépend de la culture de l'entreprise, parce qu'on peut être rattaché à une RSE, mais avoir une possibilité d'influer sur d'autres secteurs. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait une cohérence. Et je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une politique sociale très favorable et de l'autre côté, avoir le cœur même de l'activité qui serait destructeur, par exemple, en je pense que ce genre de choses-là ne peuvent pas tenir très longtemps dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour nos témoins, à les poser dans le chat. On en reprendra quelques-unes tout à l'heure. Comment elle est perçue aujourd'hui, la RSE, au sein de vos entreprises ? Est-ce qu'elle est comprise ? Est-ce qu'elle est plutôt une opportunité ? Est-ce qu'elle est perçue comme un coût ? Parfois, elle est encore, par la direction aussi, elle peut encore être perçue comme un coût ou comme une charge ou du temps. Est-ce que finalement, voilà, comment elle a été... comment elle est perçue, pardon, et est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça a toujours été le cas chez Damar, par exemple ? Alors, on a mis un très gros coup d'accélérateur il y a 1 an.
et la RSE est devenue un des 5 axes stratégiques de la transformation de l'entreprise. Voilà, on a appelé notre programme Change Our World. Donc l'idée, c'est pas de changer le monde, mais changer nous à notre échelle et de placer la RSE au cœur du business. Donc elle a vraiment pris un gros coup d'accélérateur. On a écrit nos feuilles de route, on a fixé nos ambitions, toujours sur nos 3 piliers. Et alors, c'est compliqué de mesurer, parce que clairement c'est un investissement, effectivement. Voilà, quand on parle d'investissement, souvent on parle ROI. Il est compliqué à mesurer en fait, parce que c'est de l'image, parce que c'est du sens, parce que c'est derrière l'image, donc c'est l'image vis-à-vis des consommateurs, mais c'est l'image vis-à-vis aussi des salariés, des collaborateurs, c'est la marque employeur. Donc c'est vrai que tout ça, c'est encore compliqué aujourd'hui à mesurer, et même si certains le font très bien, en tout cas nous, on n'est pas encore dans cette mesure. Donc elle est forcément perçue comme un investissement, mais aussi comme un coût. Et en tout cas, dans la mesure où elle est devenue un vrai axe stratégique de l'entreprise, elle est devenue une priorité. Et moi, je sens un engouement en interne qui est absolument phénoménal, parce qu'en fait moi j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans et demi. Et c'est vrai que je pense que 5 ans, c'est la période de maturation. J'ai l'impression d'avoir un petit peu ramé pendant 5 ans, d'avoir essayé de faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Et puis tout d'un coup, il y a un déclic. Et je le sens très fort depuis 1 an. Et quand on a structuré, quand je parlais d'essayer de mailler un petit peu toutes les filiales, d'avoir des référents, des correspondants un peu partout, ça s'est fait vite, naturellement, sans problème. Des actions voient le jour très vite. Enfin, on fait les premiers bilans, c'est assez bluffant. Et voilà, j'ai l'habitude de dire qu'on est passé la première à la 3e sans passer par la seconde. C'est vraiment encourageant. Et il vient d'où ce déclic selon toi? Est-ce que c'est tout ton travail pendant toutes ces années et qui finalement a mis peut-être du temps à porter ses fruits, et voilà, ou est-ce qu'il y a eu peut-être une prise de conscience globale? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que ça a permis l'ouverture peut-être Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a cette période de maturation qui est, je pense, obligatoire. Voilà, c'est le fait de faire avancer les choses. Il y a eu des petits succès et même des gros succès. Il y a eu l'implication. Alors, je disais qu'on avait commencé par la politique des achats responsables. J'aurais pu aller beaucoup plus vite en prenant toutes les choses en main, et on pourrait être beaucoup plus loin dans notre politique des achats responsables. Mais après avoir fait un benchmark, et on avait beaucoup parlé à l'époque avec Fabienne de ce qui se faisait un petit peu, il me paraissait très important d'intégrer cette stratégie dans le métier des acheteurs. Et de se dire que finalement la politique des achats responsables, c'était pas l'apanage de Madame RSE, c'était vraiment, ça faisait vraiment partie de la mission d'acheteur. Acheter un produit, c'est acheter un produit de qualité, à un bon prix, dans un délai imparti, mais aussi qui correspondent à des conditions de fabrication qui soient respectueuses à la fois des hommes qui les ont fabriqués et puis qui limitent l'impact sur l'environnement. Et donc voilà, on a commencé comme ça, vraiment en impliquant dans les métiers. Donc je pense que voilà, ça c'est aussi un gage de réussite. Et puis faire parler les acheteurs, les former. Et puis ça a essaimé un petit peu. Le fait que ça devienne aussi un axe stratégique au niveau du groupe, je pense que ça a aussi beaucoup porté. Et puis il y a quand même une accélération depuis 1 ou 2 ans de tout ce qu'on peut entendre dans les médias, enfin de la médiatisation de la RSE qui a aussi beaucoup porté et beaucoup aidé. Donc je pense qu'il y a une période de maturation, l'implication, les petites victoires, et puis il y a le contexte qui fait aussi que ça accélère très très vite en ce moment. Lionel, chez Harmonie Mutuelle, le déclic, il est... Le déclic, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, la question que vous aviez posée, qui était de dire, mais finalement,
enfin, comment est vécu la RSE, je pense que ni plus ni moins, c'est des leviers de transformation. Tout à l'heure, quand on avance vers l'entreprise de mission et quand on va devenir une nation, on dit ce qu'on veut faire. Et ce travail est en cours. Des éléments n'empêche pas de rédaction. Ce qui implique beaucoup les parties constituantes de l'entreprise, dont j'ai parlé, les collaborateurs, les dirigeants, ou qui soient dirigeants, collaborateurs. Ça a aussi impliqué un nombre d'autres parties prenantes. Et puis derrière, surtout, on va avoir un comité de mission. Donc les gens sont partis de l'extérieur, de l'extérieur, qui vont on dit qu'on fait ce qu'on dit. Donc ça, je pense que c'est un vrai levier, parce que on pourrait, quand on se regarde un peu en interne, penser qu'on fait des choses bien, ne pas s'y à ce qu'on pourrait peut-être faire différemment. Et ce regard externe est en train de mettre en place avec l'entreprise. Je pense, en tout cas, c'est souhaité comme par la direction de l'entreprise, comme un levier de transformation, comme des choses qui vont nous amener à faire des choses différentes peut-être, ou peut-être de les faire différemment. Une fois, quand on se dit, c'est aujourd'hui en aval du problème de santé, parce qu'il y a la question environnementale qui joue de plus en plus sur la santé. Un chiffre, un élément, on le dit, l'espérance de vie finalement est arrivée depuis 2015 à bientôt. Alors que il y a encore, on disait on baisse de vie tous les ans. Aujourd'hui, c'est fini. Au mieux, un mois, et encore à peine. Donc, alors qu'on a gagné, on a triplé l'espérance de vie. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas plateau? Probablement que les questions mentales et la dégradation de notre environnement. Et si on fait de ces questions-là quelque chose qui va intégrer notre prof et qui va nous permettre d'activer le principe de mutualisation, c'est-à-dire le partage entre les particuliers, entre les entreprises pour agir positivement sur l'environnement, vous voyez qu'on a progressivement des leviers puissants pour changer notre offre et changer notre relation avec nos clients. Donc c'est un levier de transformation. Merci beaucoup Lionel. Fabienne, aujourd'hui on voit bien que voilà, la RSE chez Maisons du Monde, c'est plus une question a priori. Comment est-ce que au départ elle était perçue différemment? Est-ce que vous étiez un petit peu peut-être je sais pas vraiment ce que je veux dire, mais mal comprise ou vous sentiez pas forcément entendue? Est-ce que ça pouvait être perçu comme un coup, comme voilà quelque chose qui parfois est un petit peu embêtant ou... Alors oui, je voulais expliquer, il y a eu une évolution au fil des années. Pour autant, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans le monde des bisounours. Il reste des enjeux, il reste à convaincre, il reste à se fédérer. Moi, je me suis sentie seule pendant des années. Ça, c'est vrai chez tous les directeurs RSE. C'est pour ça qu'il existe des réseaux. À Nantes, il existe les dirigeants responsables de l'Ouest, c'est surtout les DG qui sont présents, même si je m'incruste un peu. Il y a le club des directeurs du développement durable, le C3D. Au niveau retail, il y a le club Génération Responsable. Moi, ça m'a fait un bien fou de me retrouver entre pairs pour pouvoir discuter à la fois de stratégie, de bénéficier de retours d'expérience concrets sur comment toi, tu as mis ça en place dans ton entreprise, sachant qu'aucun modèle n'est parfaitement duplicable. Aucune stratégie RSE, aucun modèle, parce que vraiment une stratégie RSE, c'est propre à l'ADN de l'entreprise, à sa culture, à ses managers, à son dirigeant. Donc on peut avoir des bonnes pratiques, mais il faut toujours aller convaincre. Donc c'est vrai que pendant des années, moi j'étais avec un bâton de pèlerin, on dit de moi que je rentre 10 fois par la porte, par la fenêtre, que je lâche jamais rien. C'est vrai parce qu'en fait, il y a toujours des priorités business, et tant qu'on n'a pas entièrement réconcilié les deux, le business va prévaloir sur le reste. Et tant que la RSE n'est pas au COMEX ou incarnée au COMEX, l'entreprise prend des décisions et avance sans avoir consulté la RSE qui se retrouve à border et à arriver après. Donc il faut vraiment réconcilier ça, et Lionel l'a dit avec sa décision d'être entreprise à mission.
Alors nous, on va pas aller aussi loin, si je puis dire. Par contre, on vient de travailler sur la raison d'être. Et la raison d'être, c'est pas un exercice marketing ou un exercice de plateforme de marque ou de signature de marque, c'est un exercice visionnaire qui dit à quoi sert l'entreprise au-delà de générer du cash, pour quelles raisons les collaborateurs se lèvent le matin, de donner du sens. Et donc, évidemment, la raison d'être tourne autour de la RSE, et en ce sens, elle engage toute l'entreprise dans une vision, dans des plans d'action, voilà, et du coup, elle implique certains renoncements. Donc, pour moi, c'est l'exercice, là, alors qu'on dévoilera, nous, au début 2021, qui vient réconcilier la performance économique et la performance extra-financière, et de dire la croissance de l'entreprise ne peut aller de pair qu'avec une stratégie RSE forte. Et de là viennent découler les organismes de gouvernance, la communication de l'entreprise, et elle engage très fortement. Donc, je ne sais pas si toutes les entreprises vont aller sur la raison d'être, ça reste un exercice aujourd'hui qui est un exercice pas théorique, mais dont on ne connaît pas forcément le mode d'emploi. Nous, on a mis 2 ans, enfin presque 2 ans à travailler dessus, enfin depuis que la loi Pacte est sortie, en fait, le temps de consulter les parties prenantes, le temps de voir ce qu'on était prêt à faire, jusqu'où on mettait le curseur. Mais vraiment, j'engage du coup les directeurs RSE à s'emparer de ce sujet pour avoir une vraie place dans la culture de l'entreprise. Merci beaucoup. Bénédicte, chez Flunch, la RSE, comment elle est perçue? Comment elle est vécue aussi? Alors moi je dirais que j'ai gagné du temps par rapport à Joséphine par exemple. Donc j'ai 2 ans sur ce poste. Une première année où voilà, j'ai creusé un peu le sillon et voilà, j'ai essayé d'acculturer un peu toutes les équipes, sachant que encore une fois l'idée c'était de révéler. Donc étant aux achats, moi ce que j'ai tenté de faire c'était de bien cerner et de mettre en lumière le travail qui était fait par chacun, notamment à l'achat. Et donc ça a été plutôt positif, puisque du coup les équipes se disent tiens, on valorise aussi mon travail. Certes, ça fait des années qu'on le fait, mais on le disait pas bien ou pas suffisamment. Donc c'était de mailler avec le marketing, par exemple, pour que les opérations elles soient valorisées par rapport à un label VBF, MSC, etc. Sur les circuits courts, voilà, de travailler avec eux, mais de valoriser. Donc ça, c'était voilà, c'est ce sur quoi je me suis attelée l'année dernière. Et puis par rapport à quel moment ça a vraiment bougé les lignes, c'est quelque chose qui va être un petit peu pour tout le monde pareil, mais moi j'ai vraiment senti aussi une grande accélération avec la crise Covid, forcément, où je n'ai jamais autant travaillé, même si je travaillais beaucoup avant. Mais cette période, ça a été un truc de folie. Parce qu'en fait, ça a été vraiment mis au cœur de toutes les discussions, de tous les échanges. Donc, toutes les réunions, gestion de crise, communication, comment on reprenait le business, comment on transformait, puisque l'idée aussi, c'est qu'on se transforme. On est une entreprise qui a 50 ans. On a eu différentes évolutions, mais là, c'est vrai qu'on est arrivé dans un système où il y a des attentes conso qui sont différentes par rapport au modèle qu'on proposait. Donc, on est en train de le changer, ce qui n'est pas simple quand on a voilà, une structure comme la nôtre, avec autant de collaborateurs, avec voilà, des structures un peu lourdes. Mais en tout cas, la crise du Covid a permis cette accélération, mais vraiment de manière très très forte. Moi, je l'ai vraiment senti en tant que telle. Et du coup, de se dire, est-ce que la RSE est perçue comme un coût où, moi, je dis toujours, j'essaye de créer de la valeur tous les jours, tant que faire se peut. Certes, il y a des choses qui coûtent cher. On a un gros sujet sur le tri, par exemple, de nos déchets, qui est important et qui est une obligation légale. Alors, j'ai fait beaucoup passer de sujets aussi par le légal, parce qu'on était en retard. Et quand moi j'ai pris ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de normes, de lois à travailler, et notamment en restauration. Si on prend par rapport à la crise du Covid, tout ce qui est vente à emporter, livraison, c'est multiplié. Enfin voilà, c'est un vrai levier de croissance aujourd'hui dans le business, sur lequel on n'était pas forcément super développé. Aujourd'hui, on s'y attelle vraiment et on est sur le sujet. Mais du coup, l'emballage, il est devenu primordial. C'est un sujet que moi j'ai travaillé il y a 1 an avec les équipes en mode projet, qui s'est véritablement accéléré en mars, avril, en se disant comment on fait
avec des fournisseurs qui ne sont pas forcément au rendez-vous parce que tout n'est pas développé. Il n'y a pas ce qu'il faudrait par rapport à la législation. Et il n'y a plus les volumes, puisque tout le monde s'est mis à faire de la vente à emporter, tout le monde a acheté les stocks, et comment on fait pour rester quand même RSE dans cette logique-là. Donc oui, ça a un coût. Maintenant, c'est aussi notre job au quotidien de le valoriser, de créer cette valeur et de créer le monde pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, et de se dire... peut-être qu'aujourd'hui, le ROI, il n'est pas forcément palpable, mais demain, il le sera. Et il le sera via les rapports extra-financiers. Voilà, c'est notre job aussi aujourd'hui de passer à cette vitesse supérieure et d'aller valoriser tous ces petits pas pour voilà, voir la RSE comme étant, ou en tout cas, moi je dis souvent plutôt en développement durable, je préfère, pour œuvrer sur ce développement durable et cette création de valeur. Donc voilà, donc la crise... indéniable, ça a accéléré beaucoup de choses. La prise de conscience parce que tout le monde est sur le sujet et on voit le climat, enfin voilà, le gaspillage alimentaire. En plus en restauration, ça a beaucoup facilité mon job cette année. Merci beaucoup Bénédicte. Je vais prendre 2 questions. La première, c'est la variété des profils du responsable RSE est-elle compatible à l'expertise en développement durable? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dirais que le responsable RSE, c'est un peu le chef d'orchestre. Et après, effectivement, il faut qu'il ait des expertises un peu plus techniques avec lui, qui s'entoure d'experts. Mais finalement, pour mener à bien une politique RSE, c'est du bon sens. C'est de la curiosité, c'est rencontrer des personnes inspirantes, c'est réfléchir, comme disait Fabienne, rien n'est duplicable. Donc c'est réfléchir comment on adapte ce qu'on a pu voir ailleurs. Au sein de notre entreprise. Donc je pense que finalement, voilà, il faut un chef d'orchestre qui là a pas besoin d'avoir des compétences techniques très développées, mais par contre, effectivement, il faut s'entourer de bons experts. D'autres remarques sur cette question? Oui, je pense qu'il faut, en particulier quand on travaille sur les questions environnementales, je pense qu'il y a besoin d'expertise, il y a besoin de comprendre scientifique des choses. Ça me paraît important de dire au moment où quelquefois on a un rapport un peu distancié vis-à-vis de la science. Moi, je pense qu'au contraire, il faut, sur les questions environnementales, ne pas hésiter à rentrer dans les sujets. C'est important. En tout cas, il faut que j'y rentre. Et puis après, je suis d'accord, la question est de savoir comment on influence à l'intérieur de l'entreprise. Et là, c'est plus que des questions techniques. Donc, il faut avoir ces alliés-là. Peut-être pas dans la même personne, évidemment. Il faut qu'au sein d'une RSE, il y ait un alliage. Mais ça ne peut pas que du technique non plus. Sinon, les capacités à influencer et faire en sorte que l'ensemble des directions et l'ensemble de l'activité, ça se fera très bien. Merci Lionel. Je pose une deuxième question. Quelle est votre vision de la place de la RSE dans les entreprises dans 5-10 ans et jusqu'où la RSE sera-t-elle intégrée dans les métiers? Qui veut commencer? Quand j'ai pris mon poste, je disais toujours que en fait, l'idéal, ce serait que mon métier n'existe plus dans 10 ans et que en fait, tout le monde fasse de la RSE au sein de son métier. Alors, je pense que j'étais un peu ambitieuse en disant 10 ans. Je pense qu'il faudrait un peu plus de temps. mais voilà, clairement, c'est ce vers quoi il faut tendre. Tout le monde est... Oui, je pense que l'idée, c'est que tout le monde, et les générations qui arrivent aussi, les nouveaux collaborateurs qui arrivent sont nés avec ou en tout cas vivent avec ces problématiques plus que certaines autres générations. Donc du coup, ils sont aussi plus sensibles. Donc c'est vrai que ça va permettre aussi d'accélérer sur les mises en place. Maintenant, je suis d'accord, le jour où
voilà, l'absolue finalité, c'est de ne plus avoir de responsable RSE dans une entreprise. Ça sous-entendrait que tout le monde anime ses convictions au quotidien, même si déjà beaucoup le font. Mais ouais, dans 10 ans, je pense qu'on aura d'autres problématiques. Il y aura d'autres sujets à traiter et ou des personnes encore à convaincre. On le voit aujourd'hui, hein, tout le monde n'est pas convaincu encore, donc ça prendra du temps. Merci Bénédicte. Fabienne, votre avis sur cette question? Oui. Moi je pense que ce qui manque encore, c'est le mode d'emploi au niveau dirigeant, parce que je suis tout à fait d'accord avec la puissance qui vient du bas, avec l'attente des jeunes générations, avec le recrue qui pousse du coup à bouger, parce que pour retenir les talents, pour attirer les talents, il faut se positionner, il faut avancer plus vite. Maintenant, on voit dans la sphère financière, actionnariale, ça va être très protocolaire, très vision gestion risque. Donc ça évolue, mais ça évolue doucement. On est quand même sur du business as usual sur pas mal de secteurs d'activité. Donc il manque encore beaucoup d'empowerment, de formation, de coaching des dirigeants pour leur donner les clés pour agir. En fait, moi, je fais référence à un livre que j'ai bien aimé, qui est tout à fait d'actualité, de Pablo Servigne, Comment survivre à la fin du monde. Où ils disent clairement que dans toutes les sphères d'influence, que ce soit au gouvernement ou autre, tout le monde a conscience des enjeux. Voilà, des gens qui sont dans le déni, on n'en trouve plus trop. Par contre, comment on fait, vu que tout est imbriqué en fait, c'est comme un énorme Rubik's Cube, tout est imbriqué, la finance, l'économie, la santé, voilà, donc quand on bouge, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est quel compromis on fait, comment on tue pas le business, comment on prend un risque quand on est trop en avance, quand on est trop visionnaire, hein. Voilà, tout le monde a tendance à s'envoyer un peu la patate chaude, notamment sur le climat. C'est mais c'est le gouvernement qui veut légiférer, non, c'est les entreprises qui doivent avancer, non, c'est les citoyens qui doivent demander. C'est vraiment une imbrication de tout le monde, et donc pour ça, il manque encore vraiment, pour moi, du coaching de dirigeants et de toute la sphère d'influence pour qu'ils sachent comment intégrer les enjeux. Merci Fabienne. Lionel, vous êtes d'accord avec ça? Allez, moi je vais mouiller. Je dis que dans 10 ans, parce que c'est la question qui était posée, les entreprises qui ont réussi auront intégré la RSE au cœur de leur vie. Voilà. J'en ai la conviction. Alors là, je suis d'accord. Vous savez, on a un monde, une telle transformation. Pour faire très court, c'est vrai que depuis au moins depuis 50 ans, on est en vivant dans un monde dans lequel on avait la conviction économique, scientifique, technologique, et nous assurer de plus en plus de bien-être, de confort et de sécurité. Et ça l'a été. Aujourd'hui, en raison, d'abord parce qu'il y a des gens qui, maintenant, veulent aussi bénéficier de ce confort-là, puis surtout parce qu'on se rend compte que ce confort-là est là, et le prix, c'est l'utilisation de ressources naturelles, parce qu'on sait depuis longtemps, hein, mais n'empêche que maintenant, on commence à être très confronté, et cette utilisation de ressources naturelles, d'abord, il y a un certain nombre de ressources qui sont limitées, et puis en plus, le fait de les pose des problèmes à notre biosphère, etc., et à notre environnement. Donc on voit bien que ce modèle, il est en danger. Et on a inventé quelque chose qui nous donne envie, et qui nous donne confiance, qui nous donne envie d'aller vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont d'un pessimisme incroyable. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie, collectivement, de se dire, tiens, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer en 10 ans. Quand j'ai parlé de l'an 2000, j'ai l'impression que c'était magique. 2040, 2050, 2060, ça ne fait plus rêver personne. Et je pense que l'humanité, pour autant, elle a besoin de se projeter, besoin de se inventer un nouveau sens à la vie, peut-être de nouvelles sécurités, de nouvelles façons d'avoir envie de vivre ensemble.
Et je pense que les entreprises sont attendues au tournant. Fabienne disait que alors les collaborateurs épiaient et étaient prêts à contester les décisions des entreprises, mais c'est l'ensemble de la société qui aujourd'hui regarde ce que font les uns les autres. Et si les entreprises ne montrent pas qu'elles contribuent à l'émergence de ce futur désirable, elles auront des défis. Par contre, celles qui contribueront, je pense, réussiront. Et je voyais ce matin dans les Échos la valorisation boursière des entreprises du domaine de l'énergie au niveau mondial. Celles qui ont depuis 2010 sont celles qui travaillent sur la question environnementale, et de façon très spectaculaire. Donc voilà un élément factuel. Lionel, quels sont, vous, chez Harmonie Mutuelle, les grands enjeux auxquels doit répondre votre entreprise aujourd'hui? Alors, le premier enjeu, c'est, je pense, démontrer notre utilité. Aujourd'hui, on peut très bien se dire, après tout, on perçoit des cotisations, les reverse sous forme de prestations. Au passage, on prend ce qu'il nous faut derrière pour assurer un service de qualité, et on pourrait se dire qu'il y a d'autres manières de l'organiser. Par exemple, la sécurité, c'est un vrai sujet. On parle régulièrement dans les élections présidentielles et pour lequel les choses peuvent commencer à se mettre en place. Et nous, on est persuadés qu'on a une utilité. Pourquoi? Parce que j'allais dire, ce qui est de domaine privé, individuel, puisque des domaines publics qui relèvent de l'État, des collectivités, il y a un domaine qu'on peut appeler les biens communs, et les biens communs qui ont qui sont la qualité de l'eau, la qualité de notre environnement, la qualité de nos relations sociales, notre qualité de vie au travail. Ce sont des éléments dans lesquels ce n'est pas une décision individuelle qui règle tout, ce n'est pas une décision de l'État qui règle tout, ce n'est pas l'État qui va décider si le matin on prend un vélo ou si on prend la voiture, mais c'est des choses qu'on influe individuellement, sur lesquelles on influe collectivement. Et ce sont des éléments qui ont un impact direct sur la santé. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique qui montre que, certes, les maladies chroniques sont liées à notre patrimoine génétique, mais pas que. Elles sont liées à la qualité, à l'activité physique, à l'alimentation, au polluant, et aussi aux relations sociales. Il y a des choses, des traumatismes liés au stress qui peuvent s'hériter. Pour nous, l'enjeu, je pense, très important, c'est qu'on est capable, avec nos adhérents, de créer des conditions de vie, d'une bonne vie favorable à la santé. Et que finalement, qu'on a de plus précieux à apporter, c'est pas seulement apporter un service, apporter des prestations, mais apporter probablement une capacité à agir en commun pour préserver et valoriser les biens communs qui sont importants. Merci Lionel. Fabienne, les grands enjeux de Maisons du Monde aujourd'hui? Les grands enjeux, c'est d'être en ligne avec notre stratégie carbone, qui est extrêmement et structurante, puisqu'on doit réduire nos émissions de manière absolue et non pas relative, et jusqu'à nouvel ordre, on fait encore de la croissance. Donc c'est extrêmement structurant, on n'a pas toutes les solutions. Aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire aussi, quand on est engagé dans un plan de progrès, on a des moyens, des leviers d'action. Alors nous, qui sommes distributeurs, on l'a sur l'éco-conception des produits, on l'a sur le transport. Maintenant, pour réduire drastiquement nos émissions, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller sur l'économie circulaire, il faut aller sur les fonctionnalités. Et donc tout ça, c'est un modèle qu'on n'a pas encore de ROI, ou on n'a pas encore toute l'écriture. Ensuite, le défi, là, c'est vraiment d'intégrer notre raison d'être, d'embarquer tout le monde sur notre prochain plan, là, à l'horizon 2024. Et puis voilà, ce qui est c'est déjà pas mal. Ouais. Merci beaucoup. Et côté fondation, juste pour finir là-dessus, oui. Côté fondation, on crée un fonds de dotation. Voilà, on a pour mission de rattacher d'autres entreprises, et si je dois conclure sur un défi, vraiment pour le collectif. Voilà, sur lequel elle est très familier avec DRO. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment casser les silos entre les structures, qu'on a des défis collectifs
à relever et qu'on est tous très attachés à notre propre structure, à nos propres enjeux, à nos propres objectifs de communication. Or, pour avancer, vu les enjeux qui nous attendent, il faut qu'on soit capable de mutualiser et de penser différemment. Merci beaucoup Fabienne. Bénédicte? Alors nous, ils sont nombreux. L'enjeu majeur, très global, c'est de transformer l'entreprise, qui est utile et nécessaire pour pérenniser l'enseigne et la marque. Et cette transformation, elle se fera par le prisme de différents sujets RSE. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire toute cette... elle a été posée, cap à 5 ans, qui a été diffusée et partagée la semaine dernière par notre DG Thierry Barre, qui est ambitieux mais réaliste et très attractif. Donc, ça va passer aussi, transformer le business model, les usages, et de ce fait-là, d'implémenter à chaque fois des sujets RSE. Et plus du côté de ma fenêtre, ça va être également l'engagement qu'on est en train de travailler, parce qu'on vient de faire notre premier bilan carbone. Du coup, ça a été très apprenant. On était des bébés sur la RSE, donc on a fait juste notre premier bilan carbone cette année. Mais du coup, ça a été très apprenant. Alors, on a un gros sujet sur la mobilité qui ne va pas être simple à régler parce que on n'est pas nous ne sommes pas les seuls à pouvoir agir sur ce sujet-là, puisqu'on a tous nos clients qui viennent au restaurant, mais on est dans des hyper, donc dans des zones commerciales. Donc, comment on fait voilà. Donc, c'est un vrai sujet sur la mobilité et la mobilité de nos collaborateurs. Mais au-delà de ça, ça va être aussi sur toute la partie alimentaire et de nos achats, justement, et notamment de travailler l'éco-conception de nos menus ou de notre offre, le gaspillage alimentaire, et puis tout ce qui va tourner autour des énergies, de nos bâtiments, voilà, de la construction future, ou en tout cas comment on essaye de travailler au mieux et au plus juste l'implantation de nos sites. Typiquement sur de la mobilité, pour le réduire, il faut plutôt être là où les clients peuvent se déplacer plus facilement. Enfin voilà, donc il y a des vraies réflexions aussi sur le sujet. Mais oui, les enjeux, ils sont plutôt autour du climat pour la partie RSE. Et un dernier gros enjeu, c'est la communication. Alors nous, ce qu'on a mis en pilier, ce que j'ai positionné comme éveiller les consciences, que ce soit en interne ou en externe. Donc en interne, mobiliser et capitaliser sur nos ambassadeurs, et à l'externe, continuer à travailler avec le marketing de l'offre pour travailler au plus juste des offres qui soient qui parlent à l'ensemble des consommateurs en fonction de leurs besoins. Merci. Joséphine, les grands enjeux auxquels doit répondre le groupe d'Amartex aujourd'hui? Alors les enjeux, ils sont forcément liés à notre identité, à notre activité. Par rapport à notre identité, on a un gros enjeu d'inclusion des seniors. On est sur ce qu'on appelle la silver economy, donc le marché des seniors. Et c'est vrai qu'ils sont parfois laissés pour compte. On a vu, la crise a révélé leur fragilité. Donc un gros effort d'inclusion, de sensibilisation aussi. On vient de réaliser l'empreinte carbone de nos activités, et un des gros postes qui ressort, pour moitié quasiment, c'est vraiment l'utilisation de nos produits par nos clients. Donc on a un gros rôle de sensibilisation des clients à faire sur l'utilisation des produits, et au-delà de ça, parce qu'on a fait des tables rondes clientes, qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en demande d'informations, qu'ils étaient perdus et qu'ils avaient l'impression d'être culpabilisés par la société, d'être montrés du doigt. Donc aussi un enjeu de déculpabilisation et de sensibilisation des clients. Par rapport donc à notre premier sujet qui était notre sourcing, on a un enjeu de droits de l'homme et conditions de travail, notamment dans les pays où on fait fabriquer nos produits. Et puis deux gros enjeux au niveau de la composition et de la matière de nos produits, puisque l'autre moitié de notre grosse empreinte carbone est bien la composition de nos produits et les matériaux dans lesquels ils sont fabriqués. Donc des enjeux d'éco-conception.
des enjeux donc de réduire notre empreinte carbone et puis de limiter les déchets, notamment d'éliminer les plastiques. Merci. Sur le marché, quel rôle prend la RSE par rapport aux évolutions du marché, etc. Comment ça peut servir votre stratégie? Comment tirer des avantages de votre démarche RSE, que ce soit en termes de positionnement, de différenciation, d'image de marque, d'innovation également? Comment vous pouvez vous appuyer dessus? Alors, c'est ce que je disais, moi je me suis beaucoup basée depuis 2 ans pour faire passer des sujets et alerter sur des sujets par la réglementation. En restauration, on est beaucoup contraint. Je connais plus le milieu de la restauration, hein, forcément, mais sûrement que d'autres domaines sont contraints aussi. Mais en tout cas, si on prend ne serait-ce que les emballages, les ministères ont convoqué beaucoup d'acteurs de la restauration et notamment suite au développement de la vente à emporter. Donc le marché et les usages ayant évolué, forcément ça influe sur une stratégie RSE. Les emballages, bon, c'était déjà un sujet chez nous. Et puis typiquement en termes de vente, si je prends par exemple notre activité traiteur, on avait beaucoup de remontées, il y avait beaucoup trop de plastique dans les plateaux repas qu'on pouvait servir. Donc bon, on l'avait tous constaté. Le truc, c'était de se mettre autour de la table et puis de se dire maintenant on y va et comment on y va. Donc on s'y est mis et on a quand même bien basculé sur le sujet en l'espace de 6 ou 8 mois. Comme quoi, c'est une question aussi de motivation. En tout cas, oui, il y a le marché, les attentes, les clients, les consos qui font des retours assez pressants. Les réseaux sociaux aussi, typiquement, qui font des remontées et qui lâchent rien et qui sont très vigilants et nous rappellent à l'ordre assez souvent. Donc les ONG aussi qui font souvent pression et qui ont raison très souvent pour faire bouger les lignes. Donc le marché, il permet aussi de faire... oui, de toute façon, si on veut pérenniser nos entreprises, je pense que nous n'avons plus le choix. Donc, n'importe quel dirigeant aujourd'hui en a bien conscience. Si on ne change pas, effectivement, ça ne sera pas possible. Donc, oui, le contexte et l'environnement aujourd'hui fait qu'on doit forcément y aller. Et après, on a les convictions que chacun peut avoir, bien évidemment, mais il faut y aller, ouais. Joséphine, sur ce point? Alors, clairement, moi je prendrais plutôt côté innovation. C'est vrai que, en tout cas pour la marque Damar, elle s'est fondée, elle s'est créée sur l'innovation que j'espère tout le monde connaît, thermolactyle. Et donc clairement, voilà, aujourd'hui, on doit poursuivre dans cette voie-là et de se dire, j'ai assisté hier à la conférence sur l'économie circulaire, et de se dire qu'en fait, ce produit-là, il a une spécificité, il a une valeur qui est son pouvoir adiathermique et qu'il ne faut pas la perdre et que c'est pas en fin de vie ou alors quand on est sur le cycle de production, sur les déchets de coupe par exemple, ce déchet finalement c'est pas un déchet, il a une vraie valeur et donc on a une équipe R&D qui travaille sur le sujet et comment refaire un thermolactyle ou comment utiliser la matière pour en faire autre chose, du rembourrage de doudounes, de couettes. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Donc il y a l'innovation et je pense qu'il y a une très très grosse attente, donc à la fois des consommateurs, ce que je disais, les déculpabiliser, les sensibiliser, leur expliquer. Je pense que c'est vraiment un rôle que doit s'octroyer l'entreprise. Et puis, par rapport à la marque employeur aussi. Aujourd'hui, on doit attirer et retenir les talents pour pouvoir durer, pour pouvoir encore exister dans quelques années. Et c'est par le développement, la communication et alors pas que la communication, vraiment communiquer le vrai, donc vraiment avoir mis en place une vraie politique RSE qui repose sur de vrais fondements, qu'on attirera et qu'on retiendra les talents. Merci Joséphine. Fabienne, la stratégie RSE de Maisons du Monde, comment elle, entre guillemets, sert l'entreprise par rapport au marché et à ses évolutions?
Alors, elle sert à plusieurs niveaux. Elle sert au niveau financier, au niveau client et au niveau collaborateur. Niveau financier, nous, je vous l'ai dit, on est coté, donc on est évalué. On a une récurrence de notation, enfin, d'évaluation extra-financière par des notations, par des, comment on appelle ça, par des analystes. Voilà, on reçoit moult questionnaires, que ce soit en direct ou sur des référentiels. Donc, on répond à ça. On est d'ailleurs très, très bien noté. Voilà, mais c'est un travail en soi qui permet ensuite d'attirer des actionnaires qui restent plus longtemps. Donc ça, il y a une stratégie quand même ISR derrière. La deuxième chose, c'est au niveau collaborateur, on a parlé retour sur des clients, des collaborateurs, mais également attirance. Voilà, pour vu la quête de sens actuelle, et avoir une stratégie attirer des personnes. Ensuite, il faut être capable de leur donner du sens au quotidien pour pouvoir les retenir et être en cohérence. D'où cette politique que je vous ai expliquée tout à l'heure de crédibilité, de cohérence et d'écouter les envies et les attentes des parties prenantes collaborateurs. Et le troisième axe, c'est bien sûr les clients. Et ça, pour moi, c'est la dernière brique, parce qu'en fait, vous ne pouvez être crédible vis-à-vis de vos clients que si vous avez embarqué vos collaborateurs. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui débarque en magasin et les équipes ne savent pas défendre le sujet, ne savent pas en parler, ou alors pire, n'y croient pas. Voilà, donc vous avez dans son collaborateur. Nous, on a un réseau de référents, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a un référent RSE dans chaque boutique. On anime à la fois avec une plateforme en ligne, une animatrice de nos équipes. Le management est appliqué, c'est-à-dire les directeurs de magasins, les directeurs régionaux. Et on est en train de mettre en place un système aussi dans les entretiens annuels pour évaluer tout le management. Et donc les référents RSE ont vocation à la fois à faire des actions dans le magasin, mais également d'ambassadeurs. Donc ça, c'est très puissant. Par exemple, il y a un truc qui fonctionne très très bien depuis 3 ans, c'est l'arrondi en caisse. Faire un système de micro-dons quand vous faites vos achats, c'est entièrement porté par les équipes. Elles vont ensuite sur le terrain en solidarité, elles votent le projet qu'elles vont mettre à l'arrondi, donc c'est elles qui en parlent. Au mieux, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Et donc, les clients, alors, une fois que vous avez bien embarqué vos parties prenantes internes, ça passe par de la communication, mais de la communication récurrente. Moi, je suis passée sur un stade où je pensais qu'une fois qu'on avait donné une information, c'était connu, tout le monde avait compris cette information, sauf qu'en fait, il faut la répéter, faire de la pédagogie. Je pense qu'il y a vraiment la stratégie est différente suivant l'ADN et le secteur d'activité. Évidemment, dans l'agroalimentaire, avec tous les enjeux qu'on connaît, tous les scandales qu'il y a eu, il y a une attente beaucoup plus forte sur la maîtrise des risques. C'est compliqué de se différencier, si ce n'est faire du bio, gérer ses déchets, etc. C'est plus compliqué de se positionner quand on est dans l'agroalimentaire. Sur le textile, on le sait, il y a des énormes enjeux avec tout ce qui est seconde vie, avec la montée en puissance Vinted, qui est le 3e site e-commerce en France. Donc, il y a des gros enjeux de business. Donc, assurer la pérennité de son business, on est obligé de bouger. Voilà. Sur notre secteur d'activité, mobilier et de décoration, on est un peu pas privilégié, mais en fait, les signaux sont encore faibles, mais on sait que le secteur va arriver, donc il faut absolument bouger maintenant, créer une façon de se différencier de nos concurrents qui font que monter et s'adapter sur leur offre produit en termes de style. Donc, ce qui va nous différencier demain, c'est bien sûr la RSE et la pertinence et la crédibilité de l'engagement. Merci beaucoup, Fabienne. Lionel, comment ça se passe pour Harmonie Mutuelle ? D'abord, je pense que oui, je pense que tout l'impact social qu'on peut avoir, je pense, c'est quelque chose auquel une partie de nos adhérents sont de plus en plus sensibles. Voilà, le fait, par exemple, que parmi les 4700 collaborateurs de la mutuelle, c'est à peu près 10% sont en région parisienne. Même si on a créé une mutuelle nationale unique en 2013, la plupart de nos emplois sont en région. Vous voyez, la région Pays de la Loire que je pilote, c'est 900 collaborateurs d'Harmonie Mutuelle qui sont sur la région. Nos centres d'appel, les gens qui répondent, ils ne sont pas à l'autre bout de la planète avec des conditions qu'on peut connaître. Ils sont à La Roche-sur-Yon, ils sont à Mans, vous voyez, tout est en plus. Donc ça veut dire qu'on permet à des collaborateurs de continuer dans
connaissent bien, de ne pas être confrontés à des problématiques de transport qu'on connaît dans les grands halls. Et ça, je pense que des clients sur ces aspects-là peuvent être sensibles. J'en veux pour preuve, et je vais revenir vers le domaine d'activité de Maison du Monde. Mais là, c'est avec Maison du Monde. Peut-être que Maison du Monde observe. Je discutais avec un fabricant de meubles bien connu en Vendée, que depuis la crise sanitaire, son chiffre d'affaires explose, ils sont en tension parce que les gens, de plus en plus, d'où sont fabriqués, comment sont fabriqués, et c'est des critères de choix. Alors évidemment, il y a le prix, il y a la qualité des services, mais ces éléments-là, on le sent, sont en train de monter. Encore faut-il, là aussi, capable d'en parler et de parler de quelque chose qui repose sur une réalité. Et la question de la preuve et de la mesure est importante. Et puis le deuxième élément pour Harmonie Mutuelle, je pense, c'est qu'on est dans un domaine qui est le domaine de la santé, dans lequel les dépenses ne font que croître. On voit bien qu'on commence, le système est un peu essoufflé, le système de santé de manière générale est un peu essoufflé sur le plan humain. On voit aujourd'hui comment sont sollicités les professionnels de santé, et c'est pas fini. Et puis on voit bien aussi que c'est pas satisfaisant. Encore une fois, l'espérance de vie qui stagne, une espérance de vie en bonne santé qui, grosso modo, en France, est à peu près l'âge de la retraite. C'est-à-dire que la capacité de profiter un peu de sa retraite en bonne santé, elle est quand même assez faible. Et avec toutes les problématiques humaines posées, il faut contribuer à ce système. Et des nouveaux modèles d'affaires dans lesquels on aura un service dont une partie de la rémunération au moins serait liée à l'impact positif qu'on a pu créer, je pense, et donc ça veut dire qu'on est en train de travailler, de se rapprocher de notions d'économie de la fonctionnalité, et à mon avis pourrait s'appliquer à notre domaine d'activité. Je suis sûr, pour avoir pu en discuter et commencer à réfléchir sur la manière dont on pourrait œuvrer, en particulier des entreprises, seraient très demandeurs pour sortir de ce cycle vicieux dans lequel il y a beaucoup de plus en plus de l'absentéisme, par exemple, pour les conséquences de difficultés de santé et qui est croissant. Donc je pense que ça peut vraiment être un levier pour nous que de travailler sur ces nouveaux modèles économiques et d'avoir une rémunération qui soit liée à l'impact positif qu'on a pu créer. Merci beaucoup Lionel. Il nous reste un quart d'heure, mais il y a 2 questions que je veux absolument vous poser. Alors je compte sur vous pour qu'on tienne le timing. La première, elle est très concrète. C'est comment est-ce que vous mesurez la performance RSE de votre entreprise et ses bénéfices? Quels indicateurs clés servent vraiment la stratégie? Qu'est-ce qu'on dit pour convaincre et comment on utilise les indicateurs et lesquels on utilise? Joséphine. Alors, clairement, on a déterminé, quand on a écrit notre stratégie il y a 1 an, des ambitions avec, donc on en a 3, 4, 5, 6, avec 6 objectifs à atteindre qui sont donc la réduction de notre empreinte carbone. Donc on a mesuré notre empreinte carbone, on la connaît aujourd'hui. Donc ça c'est un premier KPI. On s'est mis aussi des ambitions en termes de produits plus responsables. Donc ça s'apparente à l'éco-conception, même si c'est pas dans les règles de l'art de l'éco-conception, mais c'est comment rendre un produit existant plus responsable. Donc c'est le pourcentage de produits éco-conçus. Le 3e, c'est une ambition d'avoir à 2022 zéro emballage plastique à usage unique. Donc aujourd'hui on parle en tonnes, on espère que l'année prochaine on parlera en kilos, mais en tout cas voilà, c'est la tonne ou le kilo de plastique. Par rapport à notre enjeu droits de l'homme, conditions de travail, donc c'est le pourcentage de produits qu'on met sur le marché qui provient d'usines auditées. Donc ça, c'en est un autre. Ensuite, on a le pourcentage d'employés, enfin de collaborateurs impliqués dans un sujet RSE.
Et puis le dernier, il est lié à la Fondation, c'est le nombre de projets soutenus par la Fondation. On a une ambition à 100 projets d'ici 2022. Au bout de 1 an et demi, voilà, on a une 40aine de projets. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont nos 5 indicateurs internes. Après, comment on mesure? On est soumis à la déclaration de performance extra-financière. Donc on produit notre rapport RSE tous les ans. Donc on a d'autres indicateurs à l'intérieur. Avant d'être soumis à cette DPEF, parce que c'est assez récent, avant on était une SAS et les entreprises SAS sont exclues du périmètre DPEF, on avait adhéré au Pacte mondial des Nations Unies qui nous oblige à fournir une communication sur le progrès. Donc tous les ans, on avait ce rapport où on communiquait aussi ce qu'on faisait. Et le dernier élément, je vous disais que la RSE était le 5e axe de transformation de l'entreprise. Et donc pour ça, il fallait le mesurer. Et donc on a décidé d'adhérer à l'indice Gaïa, donc qui est un indice extra-financier sur lequel on attend les résultats, là, sur lesquels on va être jugé. Merci beaucoup Joséphine. Bénédicte, rapidement les indicateurs. Alors rapidement, nous on a développé notre premier rapport DPEF avec AGAP il y a 2 ans, ce qui a permis de poser aussi les choses, parce qu'encore une fois on ne les avait pas spécialement vraiment posées. Donc du coup c'est des indicateurs que l'on suit maintenant d'année en année. En tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va encore parler produits, mais c'était d'avoir les indicateurs sur par exemple un pourcentage VBF par exemple, donc on est à 95%, 93% sur des produits issus de pêche responsable avec le label MSC par exemple. C'est également de travailler sur le nombre de tonnes d'huile, puisqu'on fait beaucoup de frites quand même chez Flunch, forcément, elles sont à volonté, et donc de les recycler pour faire des biocarburants. Donc voilà, donc ça c'était un indicateur. On est également partenaire de Too Good To Go, donc ça c'est un indicateur qu'on suit chaque année. Alors l'objectif n'est pas de vendre des paniers repas, puisque l'idée, c'est de justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc l'idée, ça serait d'en avoir moins. Mais en tout cas, c'est un indicateur que l'on suit. Et donc l'indicateur aussi, c'est de se dire que chaque restaurant propose ce service via l'application Too Good To Go. Voilà, donc on a mis en place pas mal d'indicateurs. Et puis au niveau RH, c'est un indicateur de bien-être au travail. Donc on a été solliciter nos collaborateurs pour savoir un petit peu comment ça se situait sur leur échelle. Donc ça, voilà, c'est de suivre un petit peu. Après, on a des indicateurs sur l'inclusion, la parité, enfin voilà. Donc tous ces éléments-là, depuis 2 ans, on les suivait avant. Maintenant, ils sont posés et on essaye vraiment d'y travailler et de trouver des mesures de performance et en tout cas d'améliorer tous ces indicateurs. Voilà. Merci beaucoup Bénédicte. Fabienne, même question, et je complète avec une question du chat. Quels bénéfices économiques mais aussi sociaux concrets pour l'entreprise ont été mesurés grâce à ces indicateurs? Alors moi je ne vais pas vous faire la liste de tous les KPI parce qu'effectivement il y en a énormément qui sont pilotés sur chaque business unit. Par contre on vient de décider de monter certains indicateurs au niveau de scorecard de COMEX. C'est-à-dire d'avoir un outil de pilotage pour le COMEX sur lequel eux-mêmes sont incentivés et sur lequel ils mesurent le progrès. Et donc, il y a bien sûr un indicateur carbone sur lequel donc, plusieurs business units contribuent, que ce soit les achats, le transport, la maintenance des magasins, tout ce qui est énergie, pour qu'on soit en ligne sur cet indicateur. Donc, il va y avoir l'indicateur proximité, et puis également un indicateur fort sur les achats et la progression de l'offre responsable, tant en termes de référence qu'en termes de chiffre d'affaires, pour montrer qu'il y a un impact économique. Et du coup, cela se traduit sur la deuxième question, qui est quels sont les bénéfices concrets. Le but, c'est de... En fait, c'est assez compliqué d'avoir du quanti sur une démarche RSE réussie, parce qu'en fait, vous avez plein d'externalités positives, qui est fierté d'appartenance, qui est notoriété de la marque, notamment fidélisation des clients, que vous ne mesurez pas forcément de manière précise. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on travaille au niveau marketing sur des items clients pour savoir comment ils positionnent Maison Client par rapport à d'autres entreprises du même secteur, comment ils trouvent que les produits sont placés, c'est quoi la démarche
concrètement ce qui la cerne. Ce qui n'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, les clients ont plus de transparence et de la provenance que vraiment de critères de responsabilité sur les produits. Et quelque chose qui qui m'avait étonné et qui est important pour les clients qui rejoignent la politique sociale, c'est qu'on adhère à une entreprise si on est convaincu également que les collaborateurs sont bien dans leur entreprise. Donc le bien-être au travail, ça rayonne également sur une vision client et une vision externe. Merci beaucoup Fabienne. Lionel, je vous laisse conclure. Nous, on a une batterie d'indicateurs en particulier qui ont été mis en place au moment où on a fait paraître notre DPEF. Une batterie d'indicateurs qui, globalement, sont plutôt tournés vers l'interne et plutôt tournés vers la politique sociale. J'en ai évoqué tout à l'heure, le taux d'emploi de personnes handicapées, l'index égalité femmes-hommes. On a également un baromètre de l'engagement de nos collaborateurs avec une troisième enquête qui va être faite en novembre. Voilà. Donc je vais dire qu'on est, je pense, relativement bien outillé sur ces sujets-là. Par contre, ce qu'on souhaite, et on est en train d'y travailler, et c'est lié aux réflexions qu'on pouvait avoir sur l'entreprise à mission, c'est comment on mesure l'impact qu'on va avoir plutôt vers l'extérieur. Le fait qu'on ait, par exemple, comme je le disais, 900 collaborateurs sur la région Pays de la Loire, ça fait quoi pour le territoire? Le fait qu'on verse des centaines de millions de prestations, on est même plutôt en milliards, c'est France entière, de prestations pour aider les gens à soigner, c'est quoi l'impact? Le fait qu'on ait créé avec le groupe Vive, et dans le cadre de groupe Vive, des réseaux de santé, ça veut dire quoi en termes d'impact social? Et je pense que là aujourd'hui il faut qu'on progresse sur l'évaluation de tout ça. Et puis là où on a à progresser, et là je reviens sur l'interne, c'est sur la question environnementale. C'est clair, on a notre bilan carbone, mais qui est un bilan carbone qui se limitait plutôt à nos dépenses énergétiques internes, qui a été fait tous les 4 ans. À partir de l'année prochaine, on va faire plus large, on va intégrer un certain nombre d'externalités externes en matière de bilan carbone, d'externalités, avec ce qu'on appelle le scope 3, pour être un peu dans le jargon technique. Et puis on va, dans le cadre d'une démarche initiée et testée par l'ADEME, déterminer notre stratégie bas carbone. Et là, on ira sur une mesure. On va s'organiser pour avoir une mesure tous les ans. Parce que mesurer une fois tous les 4 ans, aujourd'hui, en tout cas pour la catégorie d'entreprise qu'on est légalement prescrit, ça ne suffit pas à agir. Donc, voilà. Et je pense que là, sur la question environnementale, je pense déjà à cette première mesure et derrière action, parce que c'est important, c'est de mesurer, c'est de voir comment on agit. Cette première stratégie bas carbone me paraît importante. C'est vrai que quand on aura traité ça, on n'aura pas quitté toutes les questions environnementales, mais il me semble que la question des gaz à effet de serre est d'une urgence extrêmement. Le reste, de toute façon, ça va être compliqué d'agir. Voilà ce que je peux vous dire de ce sujet-là. Merci beaucoup, Lionel. Sur les effets positifs, moi, je pense que c'est justement compte tenu des urgences qu'on a sur le climatique, de la tension sociale qu'on a dans notre pays, la question c'est de savoir ce qu'il faut faire. La question c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir survivre depuis. Merci pour cette note optimiste, Lionel. On arrive à la fin de cette session. Je remercie chaleureusement nos quatre témoins du jour, ici à Lille ou dans l'ouest de la France. Merci à tous les 4. Avec cette session, on a voulu mettre en avant différentes façons de s'organiser, différents modes de fonctionnement, différents moyens d'action. Chez Réseau Alliance, nous, on est convaincus que rattacher la RSE à la direction stratégique de l'entreprise, ça va lui permettre de vraiment se transformer de façon plus rapide, mais aussi durablement. Parce qu'en étant relié à la stratégie globale, la RSE va pouvoir, comme on l'a vu, rayonner vraiment largement, fédérer de façon transversale et s'ancrer dans le fonctionnement de l'entreprise, se diffuser
aux prises de décision, aux orientations, aux relations, aux partenariats. Et comme ça, la RSE n'est plus simplement la cerise sur le gâteau comme elle l'a longtemps été, mais elle fait vraiment partie de la recette du succès. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence ce matin. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. Pour suivre la deuxième partie de ce parcours métier consacré aux responsables RSE, restez en ligne. On commence à 11h pour la prochaine session avec 3 nouveaux témoins. Vous pouvez aussi retrouver nos intervenants, les équipes de Réseau Alliance et les accompagnements que l'on propose sur la marketplace en ligne du forum. Très bonne journée, merci à tous et bon forum.